Notre premier invité, Arnaud Demorny, pour parler de guerre économique. Comment la gagner? C'est l'école de la guerre économique qui publie cet ouvrage aux éditions du Nouveau Monde. Il y a eu un ouvrage précédent qui était Qui est l'ennemi? Arnaud Demorny, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous êtes responsable du centre de recherche 451 qui fait référence à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que la guerre économique? Je vous remercie de m'avoir invité. Alors la guerre économique, on peut la définir de deux manières, par ses objectifs ou par ses moyens. Donc par ses objectifs, la guerre économique, a pour but l'accroissement de richesse, l'accaparement, la prise de contrôle, la capture et en fait le développement, l'augmentation de la puissance par l'économie. Ça, c'est l'objectif de la guerre économique. Ces moyens, en fait, c'est tout moyen, légaux, illégaux, sales, voire très sales. Vous le dites, alors dans ce livre, on apprend quand même que l'État français, à une certaine époque, avait une idée de la souveraineté, de la projection de puissance. Il y a eu le plan calcul dans les années 50-60, le projet ensuite nucléaire, qui fait qu'on a un parc nucléaire et l'arme nucléaire. Et puis petit à petit, on voit que tout ça se délite, qu'il n'y a plus de suivi. Est-ce que la France a complètement laissé de côté cette guerre économique et si c'est le cas, pourquoi? Alors la France, si on parle de la France, c'est au sens des décideurs politiques ou des hauts responsables politico-administratifs, eh bien majoritairement oui. Parce qu'en fait la notion de guerre économique, même si on en perçoit les conséquences et les manifestations physiques, on a pu voir les pénuries sur les masques, enfin ce genre de choses. Ouais. D'un point de vue conceptuel, c'est tout à fait orthogonal, ça va à l'encontre du concept libéral qui dit que, en fait, le commerce, ça apporte la paix et la prospérité. Et donc, cette théorie du doux commerce de Montesquieu, en fait, est devenu fertile dans les esprits de nos décideurs politiques. Et donc, à partir du moment où on leur dit « Mais non, mais en fait, l'économie, c'est essentiellement un champ de bataille. Il y a des conflits, non pas juste pour gagner des marchés, mais pour créer des dépendances, pour prendre le contrôle, pour pouvoir conditionner les capacités de décision des pays ou des entreprises. » Eh bien, c'est tellement étranger à leur culture qu'ils ne l'acceptent pas. Il y a un déni total. Du reste, dans les services de l'État, on parle davantage, majoritairement de sécurité économique il n'y a que récemment, dans certains services, où ils revendiquent l'existence d'une guerre économique. Mais est-ce que c'est pas la philosophie même de l'Union européenne, finalement, de faire croire que le marché commun, la concurrence, le commerce serait l'alpha et l'oméga, et qu'il ne faut pas, justement, protéger des champions nationaux, avoir des secteurs qui seraient exempts de cette concurrence, comme l'énergie, par exemple? Est-ce que c'est pas justement à ce moment-là, quand l'Union européenne prend cette importance dans la décision publique, qu'on en arrive à laisser tomber, finalement, la stratégie de planification et de guerre économique en France? La présidente de la Commission européenne, dans son discours de l'Union, qui est une pâle copie du discours de l'Union du président des États-Unis au Congrès, en fait, a dit à la mi-septembre que les entreprises européennes aimaient la concurrence, je cite, et sous-entendant, les entreprises européennes sont compétitives, elles gagnent des marchés, etc. Donc en fait, la philosophie de l'Union européenne est double, c'est-à-dire depuis l'acte unique de 1986, c'est les 4 libertés, liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. Donc c'est l'institutionnalisation du libre marché. Mais ça, c'était au départ parmi les partenaires, les membres de la CE, puis de l'Union. Mais depuis une dizaine d'années, il y a une extension du domaine du marché, puisqu'il y a la multiplication des contrats de libre-échange avec des partenaires tiers. Donc si nos auditeurs pensent que l'Union européenne protège les entreprises européennes des concurrents internationaux, c'est faux, puisque en fait, elle les met sur le même niveau de compétition que la Chine, l'Indonésie, le Canada, le Japon ou les États-Unis. C'est comme on entend cette formule répétée à l'envi par le président Emmanuel Macron, la souveraineté européenne. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un leurre ou un oxymore?
Alors il y a deux manières d'aborder la chose. D'un point de vue économique, parler de souveraineté européenne, c'est totalement évacuer le fait que des entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, françaises ont des intérêts concurrents, qu'elles sont compétitrices sur éventuellement les mêmes marchés. Et donc parler de souveraineté européenne, ça signifierait, enfin il y a un implicite qui est qu'il y aurait une sorte d'intérêt commun des entreprises au sein de l'Union européenne. Ouais. Bon, 50% de notre déficit commercial, c'est intra-européen. C'est dans le cadre du marché commun. Le deuxième aspect, c'est la souveraineté au sens capacité à se donner ses propres règles. Donc ça fait référence à l'autonomie, au sens grec du terme, autonomos, je me donne mes propres règles. Est-ce que l'Union européenne est en capacité de se donner ses propres règles ? On peut en douter, considérant que pour bénéficier de gaz américain, on n'agit pas, par exemple, en Arménie, ou que pour bénéficier d'accès à un certain nombre de marchés, donc par exemple le modèle de développement économique des Pays-Bas, c'est d'être le cheval de Troie de la Chine, c'est-à-dire qu'ils importent des produits chinois et ils les revendent dans le marché intérieur. Donc ce sont deux exemples qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de désir d'autonomie, et donc s'il n'y a pas de désir d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté. Troisième aspect, c'est la souveraineté. Ouais. Dans la conception républicaine et sociale qui est la mienne, jaurétienne, la souveraineté, c'est le lieu de la démocratie et c'est le lieu du choix du souverain populaire, le peuple politique. Il n'y a pas de peuple politique européen, il n'y a pas de langue commune européenne, il n'y a pas de débat commun sérieux des populations européennes sur leur intérêt général. On leur demande plus leur avis. Et donc, dans ces trois dimensions, il n'y a pas de souveraineté européenne. Du reste, je pense que seul le président Macron utilise, et ses amis utilisent l'expression. Oui, c'est bien le seul. Il y a aussi une vraie question sur cette guerre économique, c'est l'influence des États-Unis, par exemple, sur la formation des leaders, le programme des Young Leaders de la Franco-American Foundation, mais aussi la formation de nos élites à être systématiquement avoir une vision atlantiste du monde. On a vu la façon dont Nicolas Sarkozy a fait rentrer la France dans l'OTAN, dont Giscard a été un des premiers aussi à finalement laisser tomber toute cette politique de planification. Est-ce qu'il n'y a pas là une guerre de toute façon perdue, guerre culturelle, parce que l'ami américain est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de faire une guerre économique, elle est déjà gagnée en Europe? Alors, je vous répondrai deux choses. La première, c'est que les seules guerres dont on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas. Et donc, il est vrai que nos amis américains ont mené des stratégies d'influence et de cadrage de nos modes de pensée, et cela dès le plan Marshall. Donc au départ, c'était dans le cadre de la guerre froide, pour éviter que les pays de l'Europe ne deviennent communistes soviétiques. Mais à partir de 1990 et la fin de la guerre froide, les Américains ont fait le choix, c'est tout à fait public ce que je vais vous dire, de réorienter l'essentiel de leurs activités de renseignement et de services secrets dans le cadre de la guerre économique. Et donc cette hégémonie culturelle qu'ils ont réussi à instaurer de la logique de démocratie libérale face au totalitarisme soviétique, eh bien, ils ont continué à la développer, mais sur les logiques de libre marché et d'accession, en fait, aux esprits. Du reste, le fait que dans l'Union européenne, il n'y ait plus 27 législations différentes, il n'y ait plus 27 systèmes de normes différents, mais il n'y en ait plus qu'un, en fait, ça facilite l'entrée sur un marché est-ce qu'il n'y a pas encore plus insidieux quand une firme américaine de conseil comme McKinsey devient le principal conseiller des pouvoirs publics? On l'a vu pendant la crise Covid, mais aussi sur plein d'autres sujets. Est-ce que là, c'est pas directement un cheval de Troie, une façon de faire en sorte que l'État français soit inopérant, ou du moins prenne des décisions qui soient dans l'intérêt d'autres pays comme les États-Unis? On n'en a pas la preuve ni les documents matériels. Simplement, on pourrait dire, considérant que les Américains ont un sens du patriotisme très accentué, que peut-être culturellement, ils défendent les intérêts de leur pays.
Ce qui n'est pas le cas dans certains autres pays. On peut voir qu'un certain nombre de Français qui deviennent fonctionnaires internationaux prennent plus à cœur de défendre les intérêts de leur organisation internationale que de leur pays d'origine. On voit ça dans l'Union européenne, mais on voit ça dans toutes les organisations internationales. FMI, la Banque centrale, etc. Ouais. Donc ça, c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée. Après, on peut effectivement constater qu'un certain nombre de conseils ou de décisions vont plutôt dans le sens des intérêts américains. Mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas de preuves matérielles. Enfin, on a concrètes. quand même, alors sans parler de McKinsey, mais le scandale Alstom, par exemple. Là, c'est clairement une erreur stratégique, on va le dire, qui coûte cher aujourd'hui, d'avoir vendu Alstom à General Electric. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là à ce degré d'aveuglement ou d'amateurisme ? Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que il y a à la fois une stratégie donc de guerre économique, c'est-à-dire d'accroissement de la puissance par l'économie des États-Unis et de General Electric sur l'acquisition de savoir-faire et la mise sous dépendance de la France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Alstom se fait racheter par une entreprise américaine, qui est soumise au droit américain, c'est-à-dire qui a l'obligation de donner accès aux services américains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à toutes les informations, toutes les données. Et donc ça veut dire que, en fait, une fois que General Electric a pris le contrôle d'Alstom, l'État américain a accès à toutes les données d'Alstom. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, eh bien, c'est les règles dites ITAR, c'est-à-dire que les Américains se sont donné le droit d'empêcher l'utilisation de certaines technologies à des pays tiers, parce que cette technologie est américaine. Et donc, il y a cet hiver, on a pu lire des articles de presse nous indiquant que les États-Unis avaient menacé la France de couper certaines centrales. Donc l'économie, c'est aussi un levier de pression. Ça, c'est le côté américain. Il y a un côté français. Le côté français, comme dit Régis Debray, nous sommes devenus des galoricains, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décideurs qui considèrent que comme les Américains nous protègent militairement, ce sont nos amis sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique guerre-épée qui n'est plus la réalité de ce que l'on peut analyser. On est passé de la logique guerre-paix à un nouveau type de logique qui est les logiques de compétition, de concurrence et d'affrontement. On y reviendra peut-être si vous voulez tout à l'heure. Et donc, ils considèrent que nos grands frères américains sont nos amis, quels que soient les sujets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut quand même pas oublier que General Electric a versé plus de 120 millions d'euros à tous les cabinets de conseil, cabinets d'avocats, etc., de la place de Paris afin qu'ils convainquent un certain nombre de décideurs de l'intérêt du rachat. Il y a eu des pressions juridiques puisque Monsieur Pierucci a été envoyé en prison, que des discussions avec Monsieur Cron ont été faites en lui disant grosso modo ce qui arrive à Pierucci va vous arriver, donc si vous ne devenez pas notre ami et notre allié, plus on lui a promis un parachute, 12 millions d'euros si ma mémoire est bonne, donc Monsieur Cron pour son intérêt personnel. Ça, il faut lâcher. Et il a trahi en réalité l'intérêt de la France. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais on reviendra sur ces questions-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental, en fait, de formation des élites, comme ils s'auto-appellent, que ce soit à l'ENA, à Sciences Politiques, en fait, où les gens ne sont pas formés à la guerre économique, tout simplement? Alors, ils ne sont pas formés à la guerre économique parce qu'en fait, ils ne connaissent pas l'histoire. C'est-à-dire que la guerre économique, c'est un processus anthropologique. C'est-à-dire que, je vous rappelle un adage du médiéval qui était « il n'est de bonne fortune que gagner à la pointe de l'épée ». C'est-à-dire que l'économie, c'est violent, ce sont des rapports de force, ce sont des confrontations, ce sont des logiques d'intérêt majeures. Voilà. Et donc, s'ils ne sont pas sensibles à ça, si on leur explique pas quels sont les processus et quels sont les moyens de lutter et de gagner, eh bien à ce moment-là, on perd les combats. Eh ben pour qu'ils se forment, je leur recommande et je vous recommande de lire Guerre économique, comment gagner aux éditions du Nouveau Monde de l'école de guerre économique. Arnaud de Morny, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On reparlera bien sûr de ces sujets qui sont extrêmement importants. Il est possible de gagner, ça il faut que tout le monde le sache. On va gagner et on se retrouve dans un instant pour... Vous avez
peut-être vu cette semaine dans TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, un TikToker appelé Théodas qui a fait un canular. On l'écoute, vous allez voir. Il y a un an, j'ai eu un accident très grave qui m'a complètement paralysé. Mais grâce à vous, j'ai pu survivre. Vous m'avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l'hôpital, je voyais votre émission et ça me donnait de la force, la force de continuer. Et un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et enfin éteindre cette émission de merde tout seul. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Merci. Donc là, ça va mieux maintenant. Ouais. Alors, non, mais attends. Merci. C'est des vrais ou c'était pour la pning? C'est ma barre, vous. Allez, merci. Un pning, donc un canular connu, hein, parce que d'habitude cette blague se fait plutôt avec les chansons d'Ayana Nakamura ou de Jul, très connu. Et il faut savoir que derrière Théodas, il y a la promotion d'une application qui s'appelle Mission du Jour, une appli qui vise plutôt les jeunes, les collégiens, qui leur demande de faire des pranks, comme ça s'appelle, des canulars. Il y a Iroa qui travaille avec ce Théodas sur YouTube. Les vidéos que vous trouvez sur leur chaîne, c'est j'ai mis des amendes à des policiers, volé un tableau au Louvre, on envoie des innocents en prison, des TikTokers passent l'examen de la police, pas que d'ailleurs. Ma fake news apprend que tout Internet parce que ils ont fait une fake news sur la date de la rentrée qui était avancée. Il a fallu même un démenti de la part du ministère de l'Éducation nationale. Alors, ces missions s'adressent principalement aux enfants, aux adolescents. Elle concerne parfois le milieu scolaire et ça pose la question en fait de la teneur de ces missions parce que cette semaine, on a eu 9 alertes à la bombe dans des collèges de Grenoble et c'est un collégien de 12 ans qui a été interpellé, qui avait fait l'origine de la première alerte. 9000 élèves qui ont été évacués, les services de déminage, la préfecture qui a été mis en branle-bas de combat. Tout ça, pourquoi? Pour un canular. Alors, est-ce que la culture des canulars va devenir une culture très répandue dans la jeunesse? Est-ce que les réseaux sociaux vont amplifier ce phénomène? Alors ça peut être drôle évidemment sur le plateau de TPMP. Quand il est question d'une alerte à la bombe, attention, c'est illégal, c'est puni par la loi. Et quand on voit la teneur de ces vidéos, voler un tableau au Louvre, mettre des amendes à des policiers, on peut se demander si ça ne va pas trop loin et si justement les réseaux sociaux ne sont pas un danger réel. Vous êtes toujours sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 13h. Le standard 0826 300 300. Fabrice Eppelboin, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes enseignant, spécialiste de l'influence justement sur les réseaux sociaux et en ce moment on parle beaucoup de ces réseaux sociaux avec une loi pour régulariser, enfin je ne sais plus, sécuriser l'espace numérique, la loi SREN. Civiliser Internet, n'ayons pas peur des mots. Et empêcher la décivilisation d'Internet, voilà. Paul Midi qui est rapporteur de cette loi pour Renaissance était au micro de Sud Radio ce matin. On l'écoute et j'aimerais que vous me donniez votre réaction. Il y a un sentiment d'anonymat. 95% des Français pensent qu'ils sont anonymes. Et donc il faut faire les choses simples. On peut continuer pendant 20 ans à essayer d'expliquer ce que c'est qu'une adresse IP, ou alors on fait les choses simples, comme dans la vie physique. Eh bien dans la vie physique, quand je me balade dans la rue, évidemment je mets pas mon nom sur ma veste. J'ai le droit au pseudonymat. Mais par contre, si je me fais arrêter par la police, je dois décliner mon identité. Alors, police de l'Internet qui arrive, qu'est-ce que vous pensez de ces paroles de Paul Midi? Il faut faire simple, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, on peut le dire. Disons, c'est réservé à une micro-élite de hackers qui ont un niveau de maîtrise technique qui est vraiment pas du tout à la portée de tout le monde. Mais pour le commun des mortels, il n'y a pas d'anonymat. Il faut le répéter, les VPN, ça ne sert pas à ça. L'essentiel de ce que vous entendez pas sur les VPN, c'est du marketing. Et être anonyme sur Internet est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Donc non, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Il y a un sentiment d'anonymat là-dessus, Paul Midi n'a pas tort. Le problème, c'est est-ce qu'on doit sacrifier des libertés fondamentales parce qu'il y a un sentiment? Normalement, quand il y a un sentiment qui n'est pas justifié, on éduque le public, on a raté toutes les occasions d'éduquer le public. Typiquement, le procès de Mila pour du harcèlement, on aurait très bien pu mettre 13 000 personnes dans une cour d'assises géante et faire une grande démonstration. On en a choisi 8, mais on aurait très bien pu en avoir 13 000. Si on en avait eu 13 000, je pense que le message sur l'anonymat serait très bien passé. Et ça, c'est la responsabilité de la justice et du gouvernement qui ont fait faillite à cette occasion et qui ont manqué une belle occasion de démontrer qu'effectivement, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les lois qui existent sont suffisantes? Oui, tout à fait. Et elles sont juste pas appliquées, sur Internet comme ailleurs, mais elles sont tout à fait suffisantes. J'ai absolument pas le droit d'être raciste, antisémite, homophobe, de harceler, sur Internet ou ailleurs. Harceler. Alors harceler, c'est un problème beaucoup plus compliqué. C'est très compliqué. Harceler, là, aujourd'hui, on le prend par...
je vais pas dire le petit bout de la lorgnette, mais la partie qui fait l'unanimité, le harcèlement en milieu scolaire, qui mène à des drames qui sont absolument déchirants et qui effectivement nous impose à nous adultes de faire quelque chose. Mais on se garde bien de prendre un peu de recul et de constater que le harcèlement, c'est une stratégie militante qui s'est répandue dans tous les camps, absolument tous les camps, que ce soit l'opposition, les oppositions, et en particulier la majorité. On rappelle quand même que Marlène Schiappa s'est fait attraper à plusieurs reprises à organiser des harcèlements, notamment contre des journalistes, et pas n'importe qui, des journalistes du Monde, parce que racontaient des choses qui déplaisaient à Marlène Schiappa. Donc on est sur du harcèlement institutionnalisé, financé par l'État, et puis aussi repris de gaieté de cœur par tout un tas de courants politiques qui vont harceler leurs adversaires. Donc c'est un problème de société beaucoup plus vaste. C'est dramatique quand ça touche l'école, mais la réalité est bien plus triste encore. Mais est-ce que justement il n'y a pas une sorte de déni ou une façon de se dédouaner de ce qu'est la société en disant finalement c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute des jeux vidéo, ce que disait Emmanuel Macron s'il y a les émeutes en juin. Est-ce qu'il n'y a pas une vision politique qui est la même depuis une trentaine d'années finalement, alors pour les jeux vidéo, pour les réseaux sociaux c'est plus récent, en disant c'est la faute à la technologie, c'est pas la faute à ce qu'on a dans la tête et à l'éducation? Pas tant que ça. Alors les jeux vidéo, c'est une bêtise. C'est comme le rock'n'roll dans les années 60. Ça procède du même et c'est idiot. Les réseaux sociaux, c'est plus compliqué parce que les réseaux sociaux ont complètement reformaté les sociétés dans lesquelles on vit, ont polarisé l'opinion publique, ont changé radicalement le rapport au pouvoir, le rapport aux dirigeants. Donc évidemment, qui sont au cœur de la problématique qu'on connaît aujourd'hui, qui est une forme d'effritement du contrat social, d'effritement du contrat démocratique. Il y a plus grand monde en France qui pense vivre en démocratie. Et la plupart des discours politiques qu'on entend sur la démocratie qu'il faut sauver font une énorme confusion entre démocratie et république. Oui, et puis la démocratie qui, plus ça va, plus prend des mesures autoritaires de contrôle, de censure. Enfin, on arrive à des extrêmes où finalement, pour sauver la liberté d'expression, il faut censurer la liberté d'expression. On n'a jamais eu de liberté d'expression en France. Ouais. C'est un mythe. Ça, c'est une espèce de confusion. C'est comme les gens qui disent votre honneur dans un tribunal en France. C'est américain. Ouais. Les États-Unis sont basés sur la liberté d'expression et elle est aussi en péril là-bas. La France n'est pas basée sur la liberté d'expression. Si j'atteins à votre liberté d'expression, il n'y a rien dans le code pénal qui va vous permettre de m'attaquer. C'est pas la culture démocratique française. Là, on est sur une grosse confusion entre les États-Unis et la France. C'est le résultat d'une forme de colonisation culturelle dans laquelle on baigne et qui fait que aujourd'hui un gamin qui se fait choper et qui arrive dans un tribunal va appeler le juge votre honneur. C'est un problème culturel. On n'a pas compris la nature de la démocratie française et comme elle est, pour ainsi dire, un peu disparue, ça mène à beaucoup de confusion. Mais cette loi, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un pas de plus vers davantage de contrôle et de censure ou est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Cette loi, on va être rassurant tout de suite. Cette loi, elle a coulé en direct à l'Assemblée hier et de toute façon, Thierry Breton avait prévenu qu'il saborerait tout ce qui survivrait à l'hécatombe qui s'est passé à l'Assemblée. Donc cette loi, la seule chose qu'elle peut vraiment nous apprendre, on va voir comment ça va se transformer, mais a priori, c'était une fausse alerte. La seule chose qu'elle peut nous apprendre, c'est l'intention. Et là, l'intention est assez terrifiante, ça c'est clair. Oui. Alors, c'est quoi l'intention, justement? Moi, l'intention, elle est classique. Moi, ça fait 15 ans que je lutte contre des lois de surveillance et de censure. C'est toujours la même chose. On a un problème avec la population. J'ai écouté le président du Conseil constitutionnel hier sur le service public qui nous expliquait qu'il y avait peut-être un rapprochement à faire entre une opinion publique et des élus représentatifs qui n'étaient absolument pas positionnés sur la même chose. Ouais. Pourquoi on continue à appeler ça représentatif? On se pose la question. On est vraiment dans une espèce de novlangue qui ne veut plus rien dire. Mais la problématique profonde, c'est qu'effectivement, la solution à cette divergence qui est entre l'opinion publique et les dirigeants, c'est de faire taire l'opinion publique. Cette intention, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle est portée désormais par des gens qui savent ce qu'ils font. Oui. Auparavant, les élus qui portaient ça étaient issus de formations qui laissaient peu de doute sur leur ignorance crasse des problématiques technologiques. Et donc, on faisait des lois qui revenaient à interdire la pluie, le week-end et les jours fériés. Ce qui n'avait pas grand effet et qui donnait des décrets d'application qui, la plupart du temps, n'arrivaient même pas au journal officiel. Donc, on s'en arrêtait là. Là, on est passé à un autre ère. Paul Midis, c'est pas un Sciences Po ENA, c'est un polytechnicien qui a brillamment réussi son expérience de start-up. Donc lui, il sait très bien ce que c'est qu'un VPN. McKinsey aussi, rappelons-le.
qui a été consultant McKinsey, mais ça, c'est pas vraiment une preuve de compétence technique. Réussir une licorne dans un environnement très compliqué, ça, par contre, c'est une preuve de compétence technique. Polytechnique, qui est une de nos plus belles écoles, ça, c'est une preuve de compétence technique. On n'a pas affaire au firewall OpenOffice de Christine Albanel, qui n'y comprenait absolument rien. Et donc, qui pouvait... la loi Hadopi, la loi Hadopi, qui date... Les plus jeunes ont oublié ça, mais ça date. Là, non, on a affaire à des gens qui savent très bien ce qu'ils font. On a affaire à des gens qui déposent des amendements pour interdire les VPN sur les téléphones portables. Ce qui est, d'un point de vue sécurité, alors petit aparté, rappelons que l'un des usages vraiment utiles du VPN sur un téléphone mobile, c'est pour se connecter à un réseau Wi-Fi public. Et si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi public sans VPN, vous pouvez tout à fait vous connecter à la machine d'un petit malin comme moi qui va, par exemple, créer un réseau Wi-Fi sur son ordinateur et l'appeler Aéroport de Paris et s'asseoir à côté de vous dans la salle d'attente et intercepter tout votre trafic. Ça, pour le coup, le VPN, c'est vraiment utile pour ce genre de choses. Donc, interdire le VPN, c'est, d'un point de vue cybersécurité, n'importe quoi. Et au début, les gens comme moi ont cru à une nouvelle Christine Albanel qui racontait n'importe quoi en toute bonne foi, sans comprendre ce qu'elle faisait. C'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. On a affaire à des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Le député qui a redéposé cet amendement anti-VPN, il a été ingénieur commercial dans l'informatique. Il sait très bien ce que c'est qu'un VPN. Il mesure très bien les conséquences de son amendement s'il venait à passer. Donc on est sur une phase bien plus dangereuse que toutes les phases de loi liberticide qui sont arrivées jusqu'ici. Mais pour l'instant, ça n'est pas passé. Et qui plus est, on a une sécurité qui nous est offerte par Thierry Breton, qui fait que de toute façon, elle n'est pas du tout compatible avec le cadre européen. Et donc, même si elle avait été votée à l'Assemblée nationale dans son intégralité, elle ne serait pas passée. Par ailleurs, il y a quand même des incompatibilités techniques là-dedans. Vérifier l'âge, on n'a pas de solution. Les Anglais ont essayé avant nous, ils se sont cassés les dents. On s'est un peu cassé les dents. On va en parler justement de tout ce qui n'a pas marché, du cadre européen et du danger en fait de l'esprit de cette loi qui arrive. On est sur Sud Radio jusqu'à 13h. On se retrouve dans un instant avec notre invité Fabrice Eppelboin. Sud Radio. Et on se retrouve pour continuer de parler de cette loi sur la sécurisation de l'espace numérique avec Fabrice Eppelboin. Merci d'être avec nous. Vous dites qu'on est à un tournant en fait avec cette loi, que les pouvoirs publics clairement n'ont pas forcément à cœur de sécuriser l'espace numérique, mais plutôt d'amener des lois de contrôle de cet espace public, notamment de contrôle de la parole populaire. On a vu le rôle des réseaux sociaux dans les émeutes du mois de juin. Est-ce que c'est ça finalement qui inspire? C'est plutôt une urgence, une peur de perdre le pouvoir que assurer que les enfants ne soient pas soumis à des contenus pornographiques à un jeune âge? Alors, on va évacuer le problème de la pornographie chez les enfants. C'est réglé en une loi, un amendement qui est imposer les filtres parentaux sur les smartphones. Tout simplement. Problème réglé. Cette loi n'a absolument rien à voir avec le fait d'interdire aux enfants d'accéder à de la pornographie, ce qui est un vrai problème. Et ce n'est ni avec cette loi, ni avec un filtre parental qu'on règle le problème, on le glisse sous le tapis. C'est un vrai gros problème qui mérite en tant que tel de s'y étendre, d'en parler, d'analyser, mais cette loi n'a absolument pas cet objectif. Cette loi, effectivement, a un rapport avec ce qui s'est passé avec les émeutes. Les émeutes ont traumatisé beaucoup de monde, dont notre bon gouvernement. Il y a de quoi être traumatisé, il faut être clair là-dessus. On a eu affaire à des mouvements sociaux qui ont été non pas facilité par des réseaux sociaux, mais totalement coordonné par des réseaux sociaux. Snapchat possède des fonctionnalités cartographiques qui ont permis... Géolocalisation, qui permettent géolocalisation continue des amis et des contenus produits à proximité, qui fait que, grosso modo, vous avez délégué la fonction de leadership d'un groupe et de coordination d'un groupe à une application. Plus besoin de leader. Or, là, vous basculez dans des organisations que les crypto-anarchistes connaissent bien, qui sont des organisations autogérées, leaderless. C'est excessivement dangereux. Et d'ailleurs, on a vu l'efficacité que ça avait eu pendant les émeutes. Donc, il y a vraiment fondamentalement de quoi avoir peur, pas que pour le gouvernement, pour nous tous. Enfin, à part pour les émeutiers, il y a vraiment de quoi avoir peur. Et la réaction n'a pas été de museler de futures émeutes, parce que vraisemblablement les accords ont été pris avec Snapchat pour que à la prochaine fois on règle le problème à la racine, c'est-à-dire au niveau de l'application, mais pour museler une opposition qui est de plus en plus ultra majoritaire aux moindres décisions des dirigeants dans leur ensemble, pas de Macron et compagnie, dans leur ensemble. Il y a aujourd'hui sur quasiment tous les grands sujets de société une opposition frontale entre les mesures d'opinion publique qu'on peut faire à travers des sondages et les décisions prises par les dirigeants. Donc là-dessus, le divorce démocratique,
qui date pas d'hier, est totalement entérinée. À partir de là, soit vous passez la main au nom de la démocratie, soit vous verrouillez l'expression de façon à pouvoir continuer à imposer de la distraction, de l'ordre des punaises de lit et une vérité révélée qu'il est dangereux, au risque de se faire harceler, de dénoncer comme étant des fake news. Donc vous êtes en train de dire que ceux qui défendent aujourd'hui la démocratie, la République, Emmanuel Macron qui a fait son discours sur la Constitution, en réalité a pour objectif d'asseoir son pouvoir via des mesures de plus en plus autoritaires ? Oui, c'est pas le seul. Il prend la lignée vraiment, c'est pas le seul. Et puis, j'insiste, on parle de République, on parle pas de démocratie. Ouais. La Constitution, c'est la République, c'est pas la démocratie. Ce qui est en danger, c'est la République, c'est pas la démocratie. Et ce qui met en danger la République, c'est la démocratie. Donc il faut faire un minimum de sciences politiques quand même pour comprendre la novlangue qui joue d'une énorme confusion entre ces deux concepts qui n'ont absolument rien à voir, mais qui peuvent se conjuguer, mais qui n'ont rien à voir. Mais alors, est-ce qu'il y a une attaque en règle contre Internet, les réseaux sociaux, avec à la fois la loi européenne portée par Thierry Breton, cette réflexion qu'on a en France? Est-ce qu'on veut en finir avec une certaine liberté, toute relative, qu'il y avait sur Internet pour imposer la fin du pseudonymat, pour imposer aussi une censure algorithmique de tout ce qui fâcherait, que ce soit des sujets politiques comme des sujets de société. Est-ce que c'est ça, finalement, qui est à redouter aujourd'hui ? Là, le problème, c'est que vous partez du principe qu'il y avait une liberté avant. Or, non, j'ai dit relative. Les Twitter Files qui ont été passablement passés sous silence en France montrent que très clairement, il y avait déjà cette censure algorithmique des opinions politiques et cette manipulation. Le Covid a été un cas d'école. Ouais, le Covid n'est pas forcément ce qu'il y a de plus significatif et puis c'est compliqué comme sujet et ça, c'est casse-gueule. Mais le Covid est un des multiples sujets qui ont été complètement contrôlés algorithmiquement par les systèmes de modération de Twitter dans la plus grande discrétion et qui ont été révélés à travers les Twitter Files. Il n'y a vraiment aucune raison de penser que cette problématique ait été limitée au territoire américain. Typiquement, les trending topics étaient truqués à l'international. Et le tri des idées à travers les algorithmes, là encore, il n'y a pas de raison de penser, même si on n'a aucune preuve, que ça n'ait été strictement que contingenté au territoire américain. Donc au final, on est en train de mettre en place un cadre qui prend le relais de quelque chose d'officieux qui visiblement était en place, sur lequel il reste à faire beaucoup de lumière et il convient de mettre tous les conditionnels sur ce qui ne concerne pas le territoire américain. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'effectivement, sur le territoire américain, il y a eu une immense manipulation algorithmique des idées, des opinions, des individus. Avec une implication des agences gouvernementales de renseignement. Avec une pression des agences gouvernementales qui est borderline sur l'atteinte au premier amendement, ce qui est gravissime là-bas, mais borderline, avec une quantité d'auditions parlementaires très, très instructives et avec un blackout total. Mais est-ce que le rachat de Twitter par Elon Musk, qui devient X, peut changer quelque chose? Est-ce qu'un multimilliardaire comme Elon Musk peut lutter contre des législations internationales ou est-ce qu'il fera comme tout le monde? Bien sûr, les législations internationales ne vont pas lui imposer de censurer tous les opposants au président. Or, visiblement, c'est ce qui se passait sur le territoire américain, j'insiste, c'est ce qui se passait sur la fin du mandat Trump. Avec l'aimable pression du FBI, sans qu'il y ait une relation d'autorité directe, on est pour l'instant, en l'état des procès, des auditions parlementaires qui ont lieu, on n'est pas encore sur une atteinte au premier amendement, mais on est quand même sur quelque chose de gravissime. Encore une fois, sur le territoire européen, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout le monde a des soupçons sur le même genre de choses, mais on n'a absolument aucune preuve. Donc on attend patiemment qu'Elon Musk daigne regarder de près le territoire européen. Mais en bon américain, très objectivement, on n'est guère qu'une lointaine colonie. Donc il y a assez peu de chances que ça arrive. Mais les espoirs ne sont pas tous perdus. On apprendra peut-être qu'il s'est passé la même chose en France avec l'aimable pression dont on ne sait pas très bien qui. On se rappelle quand même les mots à l'époque, je ne sais pas si c'était pas Marlène Schiappa ou Aurore Berger qui étaient fiers de dire qu'ils levaient le capot de Facebook avec les responsables de Facebook France en disant qu'il y avait une coopération, une collaboration entre les pouvoirs publics et la plateforme. Mais qu'il y ait une coopération entre les pouvoirs publics et les plateformes de réseaux sociaux, c'est normal. C'est absolument normal. Il se passe des activités criminelles sur ces plateformes, il faut qu'il y ait une coopération. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit transparente, claire, et typiquement, le DSA fait un pas en avant et un pas en arrière, mais un pas en avant qui est significatif. Le DSA, c'est le Digital Service Act, qui est grosso modo le cadre législatif européen qui va permettre d'encadrer l'application de la loi sur les réseaux sociaux. Et depuis peu, sur les réseaux sociaux, vous pouvez dénoncer un
une publication comme étant contraire aux règles du réseau social, et ça c'est selon son bon vouloir et sa bonne culture, et il n'a pas besoin de se justifier, ou selon la loi européenne. Ouais. Et là, vous faites, grosso modo, vous pré-remplissez une plainte en ligne. L'intérêt de ça, c'est qu'on distingue les deux canaux. On n'a pas les règles de Facebook et Twitter d'un côté et autre chose. On a vraiment la loi européenne et on va demander instamment d'appliquer la loi européenne à un réseau social. Alors derrière, il y a énormément de problèmes. Le premier, c'est que on va demander à des réseaux sociaux d'appliquer la loi, donc une entreprise privée. Ce qui est là aussi une petite distance prise avec la démocratie. Hein. Normalement, on ne privatise pas les services de justice dans une démocratie. On a l'habitude mais on a pris l'habitude depuis Adobe. L'autre problème, c'est que vous et moi, on peut dénoncer un contenu comme étant contraire à la loi, mais on pèse pas grand-chose. Ceux qui vont vraiment peser, c'est les signaleurs de confiance. Et ça, il reste un énorme point noir sur qui sont ces signaleurs de confiance, comment vont-ils travailler, comment vont-ils être surveillés, comment vont-ils être régulés. Pour l'instant, c'est le flou le plus total. Et eux auront un poids gigantesque quand eux signaleront un contenu contraire à la loi. Le contenu disparaîtra assez rapidement, voire le compte sera éliminé. D'accord. Alors, on a un auditeur en ligne avec nous, Stéphane de Pau. Bonjour Stéphane, vous avez une question pour notre invité ? Oui, bonjour. Du moins, une question. Je suis pas forcément parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais moi, ce qui me choque dans ce qui est en train de se passer, où on veut effectivement légiférer sur une liberté d'expression, pourquoi sur des plateaux télé grande échelle, c'est-à-dire BFM, CNews ou toi, on laisse parler publiquement des gens comme Julie Graziani, Sarah Feldman qui disent, mais des idioties, que ça serait sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est du complotisme. Julie Graziani qui dit que la fonte des glaces, c'est pas très grave, ça permet aux porte-conteneurs d'aller tout droit et d'économiser de l'essence, que quelqu'un qui a pas d'argent, elle a pas à divorcer. C'est ça ce qu'elle a dit à la télé en visu devant des millions de gens. Et ces gens-là, je mettais même presque Zemmour dedans, les atrocités qu'ils disent, les idioties qu'ils disent, on leur laisse une tribune tranquille là sur des chaînes de télé. Pas de contradicteurs forcément derrière qui leur disent mais attends, ce que tu dis c'est débile. Et puis on voudrait interdire le simple particulier mais voilà quoi. Ouais, Stéphane, merci. Alors on arrive à la fin, donc une réponse très courte. Tout simplement parce que dire des conneries, c'est pas contraire à la loi. Enfin, je vais le dire malheureusement, mais non. Heureusement que c'est pas contraire à la loi. On peut encore dire des conneries sur les plateaux télé, ça m'arrive. Mais très concrètement, heureusement que c'est pas interdit de dire des conneries. Et heureusement que c'est pas interdit de dire du complotisme, parce que comme vous le savez, sur 10 théories conspi, souvent il y en a une qui est en fait un lanceur d'alerte qui se fait ramasser et mettre dans le même sac. C'est vrai. Merci beaucoup Stéphane, merci Fabrice Eppelboin d'avoir été notre invité. On reparlera bien sûr de ce sujet et heureusement on peut dire des conneries, mais on n'en a pas dit sur ce plateau parce qu'on est sur Sud Radio. Dans un instant, Céline